Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Non? Si? Est-ce que vous m'entendez au fond de... Ah oui, voilà, il faut que je parle plus. Ah voilà, merci, vous avez augmenté le son. Merci beaucoup. Là, c'est pas trop fort non plus? Non, ça va? Bonjour à tous, donc, je suis Angéline Escafré-Dublé, je suis directrice du département Intéguerre de l'Institut Convergence Migration et j'ai donc le plaisir d'introduire cette 4e journée scientifique de l'ICM dont la programmation a été confiée cette année au département Intéguerre pour cette 4e rentrée de l'ICM. Donc l'ICM, à chacune de ses rentrées, organise une journée scientifique dont la programmation est confiée à un département. Donc l'année dernière, c'était le département Policy, par exemple, et qui avait programmé une journée sur la question du transnationalisme. Et donc nous, pour cette carte blanche qui nous a été donnée cette année au département Intéguerre, on a donc souhaité la faire porter sur la thématique de la racialisation au débat. Ça nous a paru s'imposer au vu des travaux qui avaient été menés au sein du département, puisque quand le département Intéguerre a été créé au moment de l'Institut Convergence par François Héran, et qui a été d'abord dirigé par Patrick Simon, jusqu'en 2021, le champ des possibles de recherche était ouvert, différentes thématiques pouvaient émerger. Ça avait été laissé ouvert à la décision des fellows. Et c'est petit à petit que cette thématique est revenue dans un certain nombre de groupes de travail qui ont émergé de ce département. Donc que ce soit les questions d'articulation entre race et classe, de socialisation ou d'articulation entre race, racisme, racialisation, on a trouvé que les travaux qui étaient menés au sein du département, enfin certains travaux, pas tous évidemment, mais bon, un bon nombre, s'intéressaient à cette possibilité d'aborder tout un ensemble de phénomènes sous l'angle de la racialisation, et que ça pouvait être à la fois fructueux et aussi donner lieu à de nombreuses discussions. Donc, lorsque nous avons constitué notre comité scientifique d'organisation pour cette journée, c'est autour de cette question que nous avons choisi de le concentrer. Donc, dans le comité scientifique, il y a donc Solène Brun, qui est coordinatrice scientifique du département Intéguerre et qui a fait beaucoup du travail d'animation de ce département. Également Narges Kayhani, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques et qui a aussi été coordinatrice du département la première année de son existence. Et enfin Patrick Simon, qui est directeur de recherche à l'INET, qui a donc été directeur du département Intéguerre. Donc l'ensemble de ce comité se voulait restituer les réflexions que nous avions pu avoir au sein de ce département. Donc nous avons programmé cette journée comme un espace de réflexion et d'échange sur ce concept, la racialisation, mais aussi en la voyant comme une grille d'analyse et pour tout le pouvoir opérationnalisant que ça nous paraissait présenter. Donc on a prévu cette journée pour discuter aussi du concept en tant que tel, des questions de définition qu'il peut poser, mais aussi on a eu à cœur de vous présenter des exemples d'opérationnalisation de cette notion qui sont menés dans des recherches, que soit des recherches conduites par des fellows du département, soit des personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors des séminaires qu'on a organisés, pour montrer tout le caractère heuristique de cette notion. Donc on a volontairement fait un programme qui est organisé en dialogue et en table ronde, justement pour montrer cette recherche en train de se faire, ce concept qu'il est possible de discuter. Mais je ne voudrais pas non plus donner l'impression qu'on pense que c'est un concept flou et évanescent, qu'on n'est pas vraiment capable de situer. Non, au contraire, si on a organisé ces temps d'échange, c'est pour pouvoir le discuter, mais je pense qu'il a suffisamment de solidité et il a fait l'épreuve
de nombreuses recherches pour que ça vaille la peine d'y consacrer donc une journée et de se pencher sur cette question. Donc, je présente juste un petit peu plus en détail peut-être comment on s'organise la journée. Donc, on va commencer par discuter du concept davantage dans sa définition. Et pour cela, on a eu à cœur de mettre en regard différentes disciplines. C'est pour ça qu'on aura de l'histoire et la sociologie représentées. Et dans l'organisation de cette journée, généralement, on a essayé de faire varier les regards disciplinaires. La première table ronde vise à présenter justement cette opération, cette recherche en train de se faire à travers la recherche de chercheurs qui sont à différentes étapes de leur parcours de recherche et comment ils utilisent ce concept. Il y aura une pause entre le premier dialogue et la table ronde. Ensuite, il y a une pause déjeuner. Et la deuxième table ronde portera là davantage sur la réception et les controverses auxquelles peuvent donner lieu ces réflexions. L'idée de cette journée était aussi venue du fait que de nombreux travaux avaient émergé au sein de l'ICM qui portaient sur cette question de la racialisation, peut-être aussi parce que ça présentait un espace relativement serein pour aborder ces questions. Mais donc on voulait quand même évoquer le fait que, mis à part le fait que de temps en temps on peut parler librement, facilement, sereinement de cette question, dans d'autres contextes universitaires ou dans la société en général, ça peut soulever des controverses, ça peut soulever des polémiques, et on voulait aussi donner voix à ces expériences de recherche-là. Donc, c'est l'objet de la deuxième table ronde. Et enfin, on terminera par un dialogue où on a voulu confronter les points de vue internationaux, d'autres pays, donc avec des chercheurs qui nous ont fait qui ont fait la générosité d'accepter de venir parler en français de ces questions. Donc on n'a pas voulu introduire une petite session en anglais comme ça à la fin, histoire de tous vous achever à la fin de cette journée. Donc voilà, ils ont généreusement accepté d'évoquer en français ces questions. Mais ce qu'on voulait un peu discuter aussi, c'est que régulièrement avancer l'idée que ce sont des questions qui sont plus facilement évoquées dans d'autres contextes. Et donc, on voulait faire parler ces autres contextes, ce qu'ils ont aussi à nous dire de ce qu'ils observent de la France. Et donc, on a essayé de varier les contextes parce qu'on nous parle beaucoup. Alors, on a voulu donner voix au chapitre au contexte américain. Donc, Anne Morning a accepté d'en parler. Mais c'était important aussi pour nous qu'il n'y ait pas que ce contexte américain qui est souvent évoqué dans les médias ou même dans l'espace universitaire. Et donc, on a voulu aussi que soit représenté l'espace britannique et aussi européen à travers la présence de Mathias Meuchel. Donc, je vous remercie aussi d'être venu. Donc, une journée qui veut avoir abordé l'ensemble des questions, à la fois l'opérationnalisation, à la fois les polémiques, à la fois la réflexion sur les définitions et aussi l'ouverture internationale. C'est l'espace de réflexion et de discussion qu'on espère avoir créé avec le département intégraire de l'Institut Convergence Migration. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Solène Brun, qui anime donc le premier dialogue race et racialisation des concepts en débat. Et qui va présenter nos deux intervenantes pour ce premier dialogue. Merci Angéline, merci à toutes et tous d'être venus si nombreuses et nombreux nous écouter. On sait aussi qu'il y a des collègues qui nous écoutent à distance, donc merci aussi à elles et eux d'être connectés pour nous suivre. Donc ce premier dialogue, on l'a en effet pensé aussi avec cette idée qu'on a à cœur de faire travailler vraiment dans l'ICM l'interdisciplinarité et de mettre en discussion un même concept à travers les disciplines. Donc on a du coup la joie d'avoir avec nous donc Sarah Mazouza à ma droite, qui est donc sociologue, qui est du coup chargée de recherche au CNRS, spécialisée dans les théories critiques de la race, mais aussi les liens entre immigration, nation et racialisation, et qui a récemment publié l'ouvrage Race chez Anamosa en 2020. Et à ma gauche, du coup,
Cécile Vidal, historienne, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de l'histoire sociale des empires coloniaux, de la traite des esclaves et de l'esclavage dans les mondes atlantiques du XVIIe au XIXe, et qui a récemment participé à la coordination de cet impressionnant ouvrage « Les mondes de l'esclavage », qui est paru au Seuil sous la direction de Paulin Ismar. Et du coup, voilà, on avait envie de vous faire discuter, aussi parce que cette question de faire discuter les disciplines, c'était une discussion qu'on avait déjà eue et qu'on s'était dit qu'il fallait continuer à mener. Donc on est ravis que la sociologie et l'histoire soient là pour discuter de la question de la racialisation. Et donc la première question qu'on vous a posée, qu'on vous a demandé un peu de préparer, c'est de nous dire un peu, du coup, puisque vous abordez toutes les deux dans vos disciplines, avec du coup les méthodes qui sont les vôtres, cette question de la racialisation, donc de votre point de vue, peut-être nous dire et revenir sur la manière dont vous êtes venus finalement à travailler sur ces questions de race et de racialisation. Donc, voilà. Cécile. Merci beaucoup. Merci d'abord à Solène et aux autres organisateurs, organisatrices. Je suis ravie d'être là comme historienne et de surcroît moderniste, ce qui n'est pas si évident que ça. Et donc, je voudrais, comme l'a dit Solène, je travaille depuis toujours sur les sociétés coloniales et esclavagistes des Amériques à la période moderne. Et il pourrait sembler aller de soi de travailler sur la race quand on a comme objet ces sociétés coloniales et esclavagistes, mais en fait, ça ne va pas du tout de soi, ou ça n'allait pas de soi quand j'ai commencé à travailler au début des années 1990. D'abord parce que l'histoire de la colonisation française et puis la colonisation tout court à la période moderne était relativement peu développée en France. Il y avait peu de travaux sur le sujet et la plupart de ces travaux ne mettaient pas au cœur de leur objet la question de la race. Mais il s'avère que... et puis, par exemple, c'était très courant de confondre race et ethnicité. On parlait d'ethnicité constamment, mais pas de race. Enfin, des choses qui sont maintenant critiquées, mais qui, à l'époque, voilà, ethnicité servait de cache à la question raciale. Mais il s'avère que le choix de mon sujet de thèse a été déterminé par la possibilité que j'ai eue de passer 1 an à l'université d'Illinois à Urbana-Champaign pendant que je faisais mon DEA. Et c'est en allant là-bas que j'ai choisi mon sujet de thèse, qui était de travailler sur une partie de la Louisiane française qui s'étendait des Grands Lacs au golfe du Mexique. Et donc sur une colonie qui devient états-unienne, donc c'est une colonie fondée par les Français, qui devient espagnole et britannique, puis états-unienne en 1804. Et la conséquence, c'est que l'essentiel de l'historiographie sur la Louisiane coloniale, qu'elle soit française, espagnole ou états-unienne, est une historiographie états-unienne, donc en langue anglaise. Il y a très peu de travaux sur la Louisiane. Les chercheurs français se focalisent sur la Caraïbe, éventuellement la Nouvelle-France, mais très peu sur la Louisiane. Et évidemment, cette historiographie n'avait aucun problème à mobiliser le concept de race. Donc j'ai été tout de suite confrontée au débat autour de cette question. Mais paradoxalement, dominaient à l'époque 2 thèses assez problématiques. L'une par rapport dans l'historiographie états-unienne, l'une par rapport aux Amérindiens, selon laquelle et cette thèse, on l'appelle de manière très problématique la thèse dite du génie colonial français, ça dit déjà quelque chose. Et c'était l'idée, ça recouvrait l'idée que les Français auraient su développer des relations pacifiques sans déracialisées, enfin sans race, avec les Amérindiens, contrairement aux Britanniques. Et l'autre thèse concernait l'esclavage africain. C'était un moment où se développent, où se multiplient les travaux sur l'esclavage en Louisiane coloniale. Et l'ouvrage qui domine, c'est celui de Gwen Hall, qui, pareil, reprend à son compte l'idée d'une tolérance naturelle des Français à l'autre. C'est écrit textuellement, je veux dire, c'est pas juste une interprétation de ma part, qui estime que parler de race pour décrypter la société
société coloniale esclavagiste de Louisiane française, c'est un anachronisme, une projection anachronique. Et elle met ça en regard avec la situation des colonies britanniques et puis ensuite les États-Unis. Et d'une certaine façon, à cette époque-là, la volonté de lutter contre le racisme de la société états-unienne et donc de souligner ce racisme comme un exceptionnalisme négatif conduit à refuser à voir la racialisation des sociétés coloniales et esclavagistes sous domination française. Évidemment, tout de suite, moi, ça ne correspondait ni à ce que je comprenais de cette société, ni à ce que je trouvais dans les archives. Et donc, j'ai commencé à critiquer cette thèse dans ma thèse. Mais c'est surtout ensuite, dans la monographie suivante que j'ai consacrée à une histoire sociale de la Nouvelle-Orléans, écrite en anglais, donc ça c'est important, et qui essaye de réfléchir, d'expliquer et de réfléchir au fait que cette société se transforme immédiatement sous l'influence de Saint-Domingue en une société esclavagiste et une société qui se racialise. Et donc réfléchir à ce que ça veut dire qu'une société, une société esclavagiste et son mode de racialisation. Mais ce n'était pas l'idée originale, ce n'était pas la problématique de départ, et c'est en fait vraiment les archives qui m'ont conduite à travailler cette question de manière approfondie, parce que dans les travaux sur l'esclavage et la colonisation, la race est partout, mais pas forcément abordée de manière fine et frontale. Et en fait, c'est en faisant une base de données des baptêmes d'esclaves à partir des registres paroissiaux que je me suis rendu compte que les missionnaires portaient une attention extrêmement fine à ce qu'ils considéraient comme la juste catégorisation raciale, cette obsession en fait de la juste catégorisation raciale, alors que personne ne leur demandait. Il n'y a pas de législation sur le sujet, c'est vraiment en fait quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la société. Et donc à partir de là, cette question de l'usage et de la signification des catégories raciales est devenue la question centrale que j'ai traitée dans l'ensemble du livre. C'est bon, oui. Alors aussi, merci de m'avoir proposé de venir participer à cette première table ronde et à ces échanges sur mon propre... la manière dont je me suis mise à travailler sur ces questions. Je vais suivre, parce que je pense que c'est significatif, je vais suivre la façon dont je me suis formulé les choses à l'époque même. Puisqu'au départ, j'ai eu l'impression que c'était juste parce que j'avais eu un cours général d'introduction au principe de la science politique à Sciences Po, qui était à ce moment-là assuré par Daniel Sabag, et on avait eu à travailler entre autres sur les politiques de discrimination, de lutte contre, d'affirmative action. Et moi, je me posais la question à ce moment-là de refaire de la recherche, et donc je me disais, mais j'aimerais bien travailler sur ça. Donc au départ, et c'est marrant parce que pendant toute mon année, l'année qui a suivi, l'année de DEA, donc l'ancêtre du master, quand on me demandait pourquoi je travaillais sur ces questions, je me disais, ben voilà, c'est parce que ça m'intéresse sur le plan conceptuel. Après, maintenant, en retravaillant de manière réflexive, ce moment-là où j'ai ce cours et où je découvre ces questions, c'est un moment sur le plan subjectif, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais où par des événements biographiques, j'en suis à remettre en cause une certaine croyance dans laquelle moi j'ai grandi en étant une Tunisienne de classe intellectuelle, bourgeoise, scolarisée au lycée français, de croyance dans le traitement égalitaire républicain à partir du moment où on a des diplômes français, et voilà. Donc, c'est un moment où ces choses-là, où je me décolonise en fait un petit peu, et donc ces choses-là se fissurent, et il y a une conversion à la fois disciplinaire, puisque je passe de la philo aux sciences sociales, et puis je m'approprie cet objet. Et après, alors quand je commence à travailler sur ça dès le master et ensuite en thèse, donc il y a un moment où la question d'utiliser la race, mais c'est vraiment au moment où j'écris mon projet de DEA, où je me dis mais il faudrait préciser, mais je le prenais en fait un peu comme un état de fait qui était, ou quelque chose qui était lié à l'usage, où en France on n'utilisait pas le terme race. Donc je me souviens d'avoir mis une note, puis après une discussion avec mon directeur de
de thèse. Et à partir de ce moment-là, où j'ai eu un peu la formule pour expliquer ce qu'on entendait par race quand on utilisait race, il me semblait, là encore peut-être un peu naïvement, qu'à partir du moment où on explicitait ce qu'on entendait par race, ça allait. Et qu'il n'y aurait pas plus de débats ou de résistance. Et c'est vrai que pendant toute la période où j'ai fait ma thèse, alors qu'on n'était pas nombreux du tout à travailler sur ces questions au début, milieu des années 2000, une fois qu'on n'avait pas besoin de dire plus, en fait. Et c'est vrai que les controverses et les formes de résistance, elles sont apparues plus tard, sans doute à partir du moment où le champ a commencé à structurer comme champ. Tant qu'on était quelques-uns à travailler et qu'il était assez facile aussi de nous ramener à nos propres expériences personnelles, à dire qu'on était voilà, nous-mêmes des gens issus de l'immigration ou plus ou moins... voilà, avec des parcours similaires. Voilà, je crois qu'on n'était pas perçu comme menaçant, en fait. À partir du moment où le champ se structure, et donc ça, c'est quand même 10 ans après, puisque c'est vraiment autour des années 2018-2019 que commence à se rigidifier et même à faire que le dialogue ne soit plus possible. C'est un peu plus tard. Donc, je dirais ça sur ce premier élément, peut-être. Et après, en effet, tout ce que décrivait Cécile aussi sur les formes de confusion, etc. C'est des choses que je découvrais même, en fait, en lisant les travaux précurseurs, en fait, quand moi, j'étais en thèse. Mais peut-être pour souligner aussi, c'est que finalement, dans mon parcours, puisqu'on a toujours tendance à penser que c'est une importation états-unienne, ces questions, dans mon parcours, les États-Unis arrivent très tard. Et c'est vraiment à la fois voilà, une espèce de prise de distance par rapport à ma propre formation française et même républicaine, dirais-je. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. La deuxième question, c'est une question qui est en fait 3 questions et du coup d'attaquer un peu plus dans le vif justement sur le concept. C'est du coup de vous demander comment vous maniez, vous, dans votre discipline, les concepts de race ou de racialisation selon ceux que vous utilisez. Et aussi, ce qui nous intéressait, c'était de savoir quels sont les débats qui sont propres du coup à la sociologie, à la science politique et à l'histoire que vous avez pu identifier en fait en ce qui concerne leur usage et dans votre parcours et dans vos productions scientifiques. Et comment, s'ils en ont eu, comment ces débats ont impacté du coup votre manière d'aborder ces questions-là. Alors, en réagissant un peu à ce qu'a dit Sarah, une chose importante, parce que moi aussi, je suis toujours... la question de l'importation états-unienne, évidemment, travaillant sur la Louisiane, etc. Donc, j'entends ça, j'ai entendu et j'entends ça. Ce à quoi je réplique toujours, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que je m'opposais également à des théories états-unienne, expliquant qu'il n'y avait pas de race dans les colonies françaises. Donc en fait, le débat autour de ces sujets-là et les tensions, ils sont partagés de part et d'autre de l'Atlantique. On a les mêmes débats aux États-Unis sur ces questions à propos des sociétés coloniales et esclavagistes qu'on les a en France. Et j'y reviendrai. Donc, c'est pas juste une importation états-unienne. Et puis, comme je l'expliquais aussi, j'ai un regard assez critique en fait sur la manière dont on travaille ces questions justement dans mon domaine aux États-Unis. Alors peut-être commencer par l'usage du terme race en fait dans mes travaux, influencé en effet par les États-Unis et le fait aussi, ça joue un rôle très important, le fait d'écrire et en anglais et en français. J'ai toujours choisi en fait de faire comme je le faisais en anglais, de ne jamais mettre de guillemets au mot race, en prenant au sérieux que c'est une construction sociale et que je n'avais pas à justifier le fait que je ne considérais pas qu'il existait des races, mais que j'utilisais le concept de race au singulier pour penser la manière dont ça informait les rapports sociaux. Et c'est un choix militant, en fait. C'est un choix d'un refus de devoir prendre des précautions oratoires. Et j'ai toujours procédé de cette façon-là.
Peut-être, alors, un point important dans ma définition de la race, au-delà de la construction sociale qui repose sur une conception imaginaire des différences humaines ayant des effets sociaux bien réels, j'ai repris à mon compte la définition que propose Jean-Frédéric Chaume afin de bien différencier la race d'autres catégorisations d'autres catégories de la différence qui peuvent aussi reposer sur des formes de naturalisation mais qui ne sont pas les mêmes. Et donc, il propose comme définition la croyance dans la transmission par les fluides du corps de caractères moraux et sociaux qui se transmettent d'une génération à l'autre. C'est une définition essentielle parce que ça permet en fait de penser ensemble les différentes formes de racisme, y compris l'antisémitisme, et donc un racisme qui ne se fixe pas originellement autour de la question de l'apparence physique, du phénotype, de la couleur, et de penser et de problématiser les rapports entre race et couleur qui sont historiquement construits, qui ne vont pas de soi en fait, qui ont été historiquement construits. Maintenant, on les prend de manière automatique et dans l'historiographie états-unienne, ils ont souvent tendance à être confondus, mais il faut au contraire les problématiser et montrer comment ils en viennent à être profondément articulés entre le 19e et le 19e siècle. J'insiste aussi sur le fait que la définition que j'ai donnée, c'est une définition de travail, comme chercheuse, mais qu'évidemment, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier aussi les conceptions, les définitions que les acteurs eux-mêmes proposent de la race, en montrant qu'elles sont toujours plurielles, multiples, contradictoires, hétérogènes, et que cette pluralité, cette hétérogénéité, ce caractère contradictoire, il existe à toutes les époques. Il n'y a pas une période où on aurait des conceptions vagues de la race et puis tout d'un coup on aurait un racisme scientifique ou des relations raciales fluides et tout d'un coup dures et toutes les choses se figeraient, il n'y aurait plus de débat. En fait, il y a toujours débat sur ce qu'on entend par race, comment on divise l'humanité en races, ce qu'on accepte de faire aux gens, comment les pratiques raciales, etc. Bougent. Et dans ces conceptions, les acteurs, que ce soit la période moderne ou de nos jours, mêle toujours du biologique et du culturel. Même si, pour nous, pour différencier la race d'autres catégories de différence, on insiste sur la dimension biologique de la définition de travail. Alors, chez les historiens, et notamment les historiens modernistes, la grande question à l'heure actuelle, c'est la question de la chronologie. La question de la chronologie de l'apparition de la notion de race. Quand et où la notion de race apparaît-elle ? Est-ce que c'est une notion qui apparaît uniquement dans les sociétés européennes et leurs projections ultramarines ? Ou est-ce qu'il s'agit d'une notion que l'on rencontre dans différentes sociétés à travers le monde à partir d'époques plus ou moins reculées ? À quel rapport de domination et d'exploitation l'apparition de la notion de race est-elle associée ? Alors pendant longtemps, et en particulier dans l'historiographie états-unienne, ça a été articulé à la question de l'esclavage. Et dès les années 50, il y a un vieux débat de type Pool-Huff sur les rapports entre esclavage et race. La race est-elle cause ou conséquence de l'esclavage ? Cette question, qui a fait couler beaucoup d'encre, est maintenant déplacée dans le temps et dans l'espace, et certains chercheurs anglophones essayent de trouver de la race dans les sociétés esclavagistes de la Grèce ancienne, de l'Empire romain, des mondes musulmans de la période médiévale. Parmi les chercheurs, comme moi, qui pensent que la notion de race est originellement une particularité des sociétés européennes, qui s'est répandue à travers le monde, mais qu'elle naît au sein des sociétés européennes, la manière dont on situe chronologiquement la notion de race varie. Il y a plusieurs propositions. Les croisades des XIIe, XIIIe siècles, le traitement des conversos, donc des convertis juifs et musulmans au christianisme dans la péninsule ibérique au XVe et XVe siècle, l'expansion coloniale aux Amériques dès 1492, l'essor de la traite transatlantique des esclaves et la formation de sociétés esclavagistes à partir de la fin du XVIIe siècle, le développement de l'abolitionnisme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ou encore les abolitions de l'esclavage tout au long du XIXe siècle. Alors, ce débat chronologique est extrêmement vif et domine encore l'idée que la race, ça concerne les sociétés
dans le sens moderne en anglais, c'est-à-dire contemporaine. C'est lié à la modernité, c'est lié au capitalisme, à l'industrialisation, au régime démocratique qu'on met en place au XIXe siècle. À la rigueur, on accepte ça pour la seconde moitié du XVIIIe siècle. L'autre idée commune, c'est que ça concerne éventuellement les colonies britanniques et les États-Unis, mais pas l'Amérique française et certainement pas l'Amérique latine. Donc il y a ces idées qui sont évidemment en train d'être remises en cause par le développement des études atlantiques globales qui étudient la circulation des idées et des pratiques et qui montrent que c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors derrière cette idée, ce paradigme de l'idée de l'association entre race et modernité et son association avec le XIXe siècle et le racisme scientifique, il se trouve en jeu l'articulation entre l'histoire intellectuelle et l'histoire sociopolitique de la race. L'argument principal des tenants du XIXe siècle, c'est de dire que les théories raciales, ce qui est différent de la notion de race, mais que les théories raciales, c'était le fait d'étendre la notion de race, de la systématiser, de proposer un classement de l'ensemble de l'humanité et de hiérarchiser ces groupes sur cette base, date en effet, commence dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avant de prendre tout son essor au XIXe siècle. Et c'est l'idée que ce sont ces théories qui nourriraient ensuite des pratiques de discrimination et de violence racialement informées d'un point de vue racial. Et donc il y a derrière un postulat sur les rapports entre idées et pratiques, en réduisant les idées aux théories, en plus, dès qu'elles sont systématisées, cristallisées en système, en théorie, alors que je défends plutôt l'idée qu'une conception rudimentaire de la race, des notions extrêmement rudimentaires, floues, contradictoires, plurielles, hétérogènes, suffisent à enclencher un processus de racialisation. Et qu'on n'a pas besoin de science pour nourrir une idéologie politique autour de la race. Et je renvoie au concept qu'a proposé Hannah Arendt, qui est le pensée de race thinking, de pensée raciale, qui permet de désigner toute cette réflexion sur la race avant la formulation, la cristallisation de théories raciales dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et donc, il me paraît extrêmement important d'étudier en tandem la manière dont se co-construisent les idées et les pratiques raciales. C'est un grand enjeu, en fait, des nouveaux travaux sur la race, de faire simultanément une histoire politique, juridique, économique, sociale, culturelle, une histoire des corps, des sexualités de genre, une histoire des lettres et des arts, une histoire des sciences et des savoirs, pour penser cet entremêlement des idées et des pratiques raciales. Et de ce point de vue, il me semble que les pratiques sont essentielles. Ce que l'on fait aux individus est, il me semble, encore plus important que ce que l'on en dit. Dans le cas qui m'occupe, les théories raciales se cristallisent après plusieurs siècles de colonisation, traite et esclavage, qui ont déjà contribué à racialiser les rapports sociaux. Elles ne sont pas la cause de la racialisation, mais une de ces manifestations nouvelles, au moment où le système atlantique d'esclavage atteint son apogée et au moment où se développe l'abolitionnisme et qu'il faut contrer, en fait, qu'il faut défendre l'esclavage. Alors, j'utilise en effet le concept de racialisation, je viens de l'utiliser dans mes propos, dans les travaux anglophones et francophones sur les sociétés coloniales et esclavage américaines, c'est paradoxalement pas un concept très utilisé. Ça l'est parfois, c'est pas un concept courant du tout, en fait. Et moi, j'y suis venue à travers celui d'abord de Racial Formation, de formation raciale de Michael Omi et Howard Winant, et c'est un peu en traduisant Racial Formation que je me suis mise à mobiliser, influencée par la sociologie à la fois anglophone et francophone. Ce concept, je l'ai mobilisé pour les raisons suivantes.
Il me permettait de penser la race comme un processus dynamique et contingent. Et contingent, ça c'était vraiment extrêmement important. De donner du sens aussi à la manière dont les individus décrivent le monde social. Je travaille sur des sociétés où les catégories raciales deviennent très rapidement, voire de manière privilégiée, la façon première, dominante de décrire l'ordre social. Mais évidemment, la signification attachée à ces catégories évolue constamment. Et une chose que j'ai essayé de travailler, c'est de réfléchir au lien entre l'histoire de la catégorisation raciale et l'histoire des pratiques et des violences raciales que j'appelle les régimes raciaux. Ce concept permet aussi d'aller à l'encontre, et on trouve ça aussi dans la littérature qui explique, dans la sociologie, enfin dans la littérature sociologique, pourquoi parler de racialisation plutôt que de race. Ça permettait d'aller à l'encontre de l'idée de relation raciale très courante dans l'historiographie sur les sociétés coloniales esclavagistes des 18e, 19e siècles, qui réifient les catégories raciales et qui réifient les rapports sociaux, et donc de croiser la race avec d'autres catégories de la différence, le statut, la classe, le genre, l'ethnicité, la religion. Et dans le cas des sociétés esclavagistes, c'est vraiment fondamental parce que l'entrecroisement principal, c'est celui entre statut et race. Le clivage principal dans ces sociétés esclavagistes, c'est la barrière entre esclavage et liberté, auquel s'articule la race, mais la race est toujours seconde par rapport à l'ordre esclavagiste. C'est pour ça que je parle d'esclavage racial. Et c'est un élément extrêmement important que j'ai essayé de penser. Ça permettait aussi, ce concept, d'aller à l'encontre d'un vrai problème dans l'historiographie sur les sociétés coloniales esclavagistes qui, quand elles choisissent de penser centralement la race, se focalisent uniquement sur les questions de métissage et du statut des libres de couleur. Comme si la race ne concernait pas les millions d'esclaves qui ont été déportés et qui travaillent dans les plantations, mais uniquement ceux qui peuvent sortir du système esclavagiste, et donc toute la distinction entre les libres de couleur et les autres. Alors ce que j'ai essayé de démontrer, c'était que le processus de racialisation touchait absolument toutes les institutions, pratiques et relations sociales à l'intérieur des sociétés coloniales et esclavagistes. Ça permet aussi de réfléchir au fait que les sociétés on peut dire qu'une société est racialisée, tant bien même elles sont racialisées différemment, les catégories sociales sont différentes, la structuration sociale selon les catégories raciales sont différentes, les pratiques et les violences, le niveau et le type de pratiques et de violences raciales sont différentes. Néanmoins, il y a une forme de racialisation et ensuite il faut réfléchir justement au niveau de discrimination et de violence. Et donc de ne pas opposer les sociétés états-uniennes biraciales aux sociétés triraciales caribéennes, par exemple. De montrer également aussi que la racialisation ne peut être réduite à un processus voulu par les autorités et les élites. D'abord, c'est un processus à la fois conscient et inconscient. Ce n'est pas seulement un processus top-down, mais aussi bottom-up. Et elle se manifeste dans des pratiques qui ne sont pas toujours encadrées et inscrites dans la loi et qui relèvent d'agissements et d'initiatives de la part de tous les acteurs, en fait. Et il est très important de montrer la participation volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, des subalternes qui ne peuvent échapper à cette catégorisation raciale dominante. Et puis enfin, de montrer que la race est autant affaire de discrimination, violence que de privilèges, et que dans les sociétés esclavagistes et coloniales, la construction de la blanchité et la construction de blackness se font en tandem et en interaction. Le processus de racialisation concerne les personnes catégorisées comme blanches ou noires et toutes les catégories intermédiaires, même si évidemment il a des conséquences très différentes pour les unes et pour les autres. Si l'identité blanche est l'identité raciale qui est non dite, un individu qui n'est pas identifié racialement est un individu considéré comme blanc. En revanche, cette identité blanche, elle est performée en permanence. Elle est manifestée, affirmée et revendiquée à travers la manière dont les individus se comportent.
Alors moi, de mon côté, au départ, je travaillais essentiellement avec la notion de race, et la notion de racialisation est apparue plus tard, vraiment au moment de la rédaction de ma thèse. Et quand j'utilisais race, alors il y avait deux enjeux. Bien sûr, il y avait la revendication de ne pas utiliser les guillemets. Là encore, il y avait vraiment l'idée que non, c'est pas, enfin, il n'y a pas de gêne à avoir avec cette notion, et on dit quelque chose de, voilà, qui a à voir avec le fonctionnement, la manière dont la société produit des hiérarchies. Et l'autre enjeu, et c'est en ça après que j'ai été intéressée aussi plus précisément par la notion de racialisation, c'était de penser ces questions au-delà de la seule question du racisme entendu comme idéologie individuelle ou politique, mais de voir plutôt les formes sédimentées, conscientes ou inconscientes, institutionnelles ou individuelles, qui faisaient encore exister des hiérarchisations raciales. Donc, la notion de race, au départ, et encore aujourd'hui quand je l'utilise, c'est vraiment aussi, à mon sens, important de l'entendre comme un concept abstrait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractéristiques a priori qui soient raciales en soi, mais justement, selon les époques, les contextes, ou même des contextes microsociologiques, même selon les interactions, telle ou telle caractéristique servira de support racialisant. Donc c'est aussi cette attention vraiment à la très forte labilité et à la relativité des caractéristiques raciales, ce qui distingue tout de suite justement l'usage de la notion de race dans une entreprise critique des processus de racialisation de l'usage de la notion de race par le racisme, puisque le raciste, lui, croit que certaines caractéristiques sont raciales et indiquent le positionnement des membres de tel groupe et tel groupe par rapport à tel autre. Et c'est pour ça aussi, je répète un peu ce qu'a dit Cécile, mais on a des usages très proches en fait. L'enjeu aussi est de découpler la question de la couleur de peau de la question de la race. Ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer les questions de couleur de peau par la question raciale, mais il faut penser le rapport en ayant conscience que la race vient construire certains éléments phénotypiques comme étant l'expression d'un positionnement racial, et qu'après, les classifications coloristes, elles ont aussi servi à donner à voir disons, un ordre racial. Mais les deux ne sont pas liés de manière consubstantielle l'une à l'autre. Et alors, il y a les exemples classiques à la fois de gens qui, en fait, si on fait varier les contextes, justement, des gens qui vont, dans un certain contexte, s'identifier comme blancs paraîtront très basanés dans d'autres. Des personnes qui nous paraissent blanches ne sont pas, selon les époques, catégorisées comme telles. Je pense notamment aux Irlandais ou aux Suédois dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord, mais il y aurait d'autres exemples. Donc, il y a vraiment cette attention à voir comment, justement, l'entreprise de distinction racialisante, elle est première, et après, sur quoi elle vient s'accrocher pour donner à voir cet ordre supposé ou prétendu. Donc, en fait, d'emblée aussi, travailler sur la race, c'est vraiment donner à la race le même statut que la classe ou le genre, où là aussi, sur des questions différentes. La race, finalement, la hiérarchie, elle se construit sur l'idée d'une origine réelle ou fantasmée, culturelle, religieuse, géographique, qui va venir marquer une hiérarchie entre des groupes. Bon, en fait, ça fonctionne de la même manière que d'autres types de rapports de pouvoir qui structurent les rapports sociaux, que ce soit donc le genre, la classe, la sexualité, la question de l'âge, le statut administratif. On parlait tout à l'heure de la question
d'être libre ou pas, mais ça peut être aussi voilà, être étranger ou pas, être sans papier ou pas. Voilà, c'est des espèces d'éléments qui fondent des positions statutaires au sein de sociétés données. Donc, alors, ce qu'on a tendance à dire dans les attaques qu'il peut y avoir contre l'usage de la notion de race, c'est que le problème, c'est que le terme de race est le même que celui qu'on utilise nous de manière critique est le même que celui qui est utilisé par les racistes. Alors, je dirais que moi, c'est en fait un avantage parce que ça permet justement de ne pas oublier l'histoire. Et d'où vient le questionnement qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé comme ça, out of the blue, de travailler sur la race, mais c'est bien parce qu'il y a eu une histoire racialisante, une histoire du racisme, une histoire de la structuration raciale des sociétés, qu'on en vient aujourd'hui à chercher à expliciter et à problématiser les configurations actuelles qui sont tributaires de cette histoire. Donc, avoir le même terme, avec un usage tout à fait distinct, c'est bien dire aussi qu'on s'inscrit dans cette histoire et qu'aujourd'hui, on travaille de manière justement critique et réflexive sur une histoire dans laquelle on est encore pris et prise. Et puis, je crois que c'est aussi une façon, c'est un petit aiguillon qui rappelle qu'on n'est jamais à l'abri de produire en fait d'autres catégorisations racialisantes et que même dans des sociétés qui se pensent comme non racistes ou qui pensent que le racisme n'organise plus leur politique, leurs rapports sociaux, il y a toujours de manière subreptice, de manière implicite, quelque chose de cette tentation catégorisante qui joue. Donc moi, au contraire, je pense que c'est en fait un avantage de garder ce mot. Et puis, je crois que... alors, notamment dans le débat sur la race, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de fétichisation du mot, notamment dans le débat en France, c'est-à-dire de croire que si on parle de race, on va créer le problème, que si on retire le mot, le problème va disparaître. C'est pas ça, en fait. Le mot, il sert à expliciter et à problématiser des phénomènes qui existent de toute façon, et on pourrait utiliser d'autres mots, les choses continueraient à exister. Donc je pense que voilà, il y a vraiment aussi une prudence à avoir par rapport à cette espèce de rapport un peu magique aux mots. Et puis autre chose, par exemple, si on prend le cas du genre, on voit bien que l'usage grammatical du terme genre vient des fois parasiter la compréhension du concept sociologique de genre. Donc en fait, il n'y a pas le mot race qui aurait des problèmes, qui produirait toutes sortes de confusions et les autres concepts qui seraient clairs. Mais pareil, la question de la classe, quand on parle des classes sociales, on confond en fait deux types de réalités. La classe en tant qu'aussi élément structurant des hiérarchies liées aux questions de redistribution économique et ce qu'elle produit en termes après de catégorie, comme type de catégorisation au sein d'une société. Et pour le coup, la classe n'a pas le mot racialisation qui sert à distinguer ça quand on parle des processus raciaux. Donc voilà, et pour finir, pour distinguer aussi, donc bien sûr, quand on parle de race de manière critique, il y a l'idée de travailler au singulier, puisqu'on ne va pas classer des catégories, mais on va plutôt pointer les mécanismes qui, dans un contexte social et historique donné, produisent ces catégorisations. Donc il ne s'agit pas d'adhérer au mode de catégorisation, mais bien plutôt de dire comment elles sont produites socialement. Et donc, la racialisation, c'est en ça que j'ai trouvé cette notion intéressante, c'est parce que ça permet de dire, voilà, tels sont les mécanismes. Et voilà comment, justement, dans un rapport dynamique avec d'autres processus hiérarchisants, comment les choses se jouent et comment ça se joue au-delà, justement, à la fois des race relations, mais aussi au-delà ou en deçà de la question stricte du racisme comme idéologie. Et je crois que c'est une question qui, dans le débat français et peut-être plus largement dans le débat continental européen, le fait de confondre et de ne penser la question de la race qu'à partir du racisme entendu comme une idéologie politique défendue par des groupes déviants,
qu'il faut combattre comme une idéologie, ça vient fausser et produire une très grande mécompréhension de ce qui se joue aujourd'hui socialement, et ça fait rater toutes les dimensions, toutes les actualisations structurelles, en fait, de la question raciale. Donc, quand j'ai commencé à utiliser la notion de racialisation, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette notion pour expliciter et problématiser. Et typiquement, pour reprendre un exemple de mes recherches, quand j'ai travaillé sur les procédures de naturalisation, avoir la notion de racialisation sous la main, ça permet de montrer comment, dans certains usages, dans certaines questions posées, ce qui est censé se jouer sur l'évaluation de la résidence en France, de l'appartenance culturelle, etc., en fait, ça explicite, ça dit quelque chose d'une conception racialisante de l'appartenance à la nation. Par exemple, la question sur l'usage du français, quand elle est posée à des postulants qui viennent d'Afrique noire francophone, mais qu'on ne pose pas à des postulants canadiens anglophones blancs, voilà, qu'est-ce que ça dit là de la manière dont on se représente, qui est plus apte à être français, qui est plus proche de la francité, et ce que suppose la francité dans ces procédures. Un autre élément pour continuer aussi à penser les choses de manière dynamique et en rapport avec d'autres processus, d'autres rapports de pouvoir, c'est bien sûr à la fois de voir les relations dynamiques, c'est-à-dire comment des fois c'est la classe qui va venir renforcer la racialisation ou l'âge ou le genre. Donc voilà comment ces choses-là interagissent entre elles et qu'on n'est pas dans des positions statiques, mais aussi comment en fait elles se coproduisent, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de race sans classe, sans genre, sans âge, etc., sans sexualité, etc. Et inversement, c'est-à-dire que dans les autres catégories, vous avez aussi toujours de la racialisation. Donc c'est ça qui me semblait important. Et puis alors, pour revenir toujours aussi sur la manière dont je travaille, moi je travaille de manière ethnographique. Donc là aussi, dans l'idée de contextualiser et de placer, l'idée c'est de complexifier et de ramener ça, alors en effet de penser les choses de manière intersectionnelle, mais aussi de rapporter à d'autres éléments, c'est-à-dire en quoi par exemple les enjeux d'organisation du travail, les rapports qui existent dans une institution, les rapports hiérarchiques propres à une institution, les parcours personnels viennent jouer aussi pour comprendre comment dans certaines situations, ces choses-là s'actualisent. Et puis, un dernier élément lié aussi à l'ethnographie, moi, ce que j'essaye de faire aussi quand je travaille, alors plus sur la partie parcours et trajectoire individuelle que sur la partie fonctionnement institutionnel, c'est aussi deux choses, c'est-à-dire essayer d'aller au-delà de mes propres perceptions. Voilà, quand je travaillais sur la question de des discriminations raciales et que je faisais du terrain dans des centres d'insertion professionnelle pour des jeunes, je m'attachais à interviewer aussi des gens dont je pensais, moi, que l'expérience personnelle leur permettait d'échapper à la dimension de discrimination raciale. Et je voyais comment eux ou elles se définissaient et comment ils se situaient aussi par rapport à leurs camarades ou congénères, je ne sais pas comment le dire, qui eux pouvaient être, en tout cas que moi je percevais comme étant sans doute plus directement concernés par ces questions. Et puis je leur demandais de me dire aussi comment ils s'identifiaient, pour partir de cela et pour pas être tributaire de ma propre perception qui est elle-même située, labile et qui est aussi quelque chose qui peut être de l'ordre de l'assignation en fait. Donc voilà. Et un dernier élément, mais que Cécile a dit aussi sur la racialisation, ce que j'aime bien dans ce terme, c'est aussi que ça indique bien qu'il s'agit d'un processus et que donc en effet on tient ensemble tous les pôles, disons, des processus de hiérarchisation et qu'on affirme clairement que pour travailler sur les questions raciales, il ne s'agit pas là de symétriser les personnes qui sont en position de minorisation ou de domination des personnes à qui ça profite, mais qu'on ne comprend les choses que si on tient les deux bouts. Et que, pareil,
pour comprendre ce qui se joue du côté des processus d'assignation racialisante, il faut comprendre aussi comment se forment les identités qui sont dominantes sur le plan racial et voilà, comment ce que ce privilège-là ou cet avantage racial signifie dans un contexte socio-historique donné. Voilà. Merci beaucoup. Et donc pour continuer la discussion, ensuite l'idée c'était de vous demander très directement en quoi le dialogue interdisciplinaire vous paraît utile dans les travaux donc spécifiquement sur la race et la racialisation, et peut-être aussi quelle est votre expérience de cette interdisciplinarité. Cécile, par exemple, tu mentionnais que tu avais aussi eu recours aux travaux sociologiques, et peut-être en dire un peu plus. Et peut-être aussi dire quelque chose de peut-être plus prospectif sur qu'est-ce que vous en attendriez aussi de ces dialogues-là interdisciplinaires. Alors, en fait, quand on nous entend toutes les deux, c'est vraiment, on dit des choses très, très, très similaires. On a des pratiques très comparables, alors même qu'on travaille sur des contextes géographiques et périodiques très différents, à partir de sources différentes, méthodes ethnographiques. Moi, l'ethnographie, je la trouve dans les archives judiciaires, où les gens racontent beaucoup de choses dans les interrogatoires et les témoignages, et où on voit en fait la vie quotidienne et les gens en situation d'interaction chez le boucher, dans la rue, etc., où on peut retrouver en fait quelque chose de comparable à la matière que les ethnographes peuvent trouver sur le terrain. Et en effet, j'ai mobilisé des outils de la sociologie, de l'anthropologie. J'en utilise très souvent pour faire de l'histoire sociale. Quand j'écris en anglais, il faut que je les amène en contrebande parce que c'est compliqué de publier en mettant en avant des concepts et des outils sociologiques aux États-Unis, dans mon domaine en tout cas. Mais c'est extrêmement important. Mais je voudrais quand même insister sur la nécessité, donc là je redeviens historienne, d'historiciser, de contextualiser justement dans ce dialogue interdisciplinaire. Moi je travaille sur des sociétés d'ancien régime, c'est-à-dire des sociétés qui reposent sur l'acceptation du principe d'inégalité naturelle et qui accordent des libertés, des privilèges différents selon les corps sociaux. Et donc, il n'est pas du tout surprenant que la notion de race apparaisse dans ce contexte d'ancien régime. Mais elle prend une signification politique totalement différente avec l'âge des révolutions et l'avènement d'États-nations qui reposent sur le principe d'égalité devant la loi. Quand elle s'oppose à la notion d'égalité de manière dominante. C'est aussi très différent de travailler sur des sociétés dans lesquelles les violences et les discriminations raciales sont légales et où les théories raciales sont dominantes, plutôt que dans des sociétés où ces discriminations et violences sont interdites en droit et où les théories raciales ont largement été invalidées et rejetées. Certes, la race et en partie dans nos sociétés contemporaines en Occident un héritage de la colonisation et de l'esclavage. Mais elle ne peut pas fonctionner comme au temps de la colonisation et de l'esclavage, et surtout, elle n'est pas seulement un héritage. Elle se met au service d'autres systèmes de domination politique et économique. Et c'est précisément c'est un peu désespérant aussi, c'est à la fois fascinant et désespérant, cette plasticité de la race, cette capacité à subsister en persistant malgré les transformations juridiques, idéologiques, etc. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup à retirer du rapprochement entre les sociétés occidentales et leurs projections coloniales et autres, avant l'avènement des théories raciales dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et donc rapprocher ces sociétés avec celles après la disqualification de ces théories raciales dans la seconde moitié du XXe siècle, donc les sociétés de nos jours au début du XXIe siècle. La comparaison permet de montrer qu'au début de la période moderne comme aujourd'hui, donc le racisme, comme l'a dit Sarah, n'est pas une doctrine erronée qui suffirait d'extirper de la tête des gens, c'est pas juste un préjugé. Sans que les acteurs ne réfèrent explicitement à la race ou aux races, ni ne s'appuient sur des théories raciales,
la race est utilisée comme une ressource politique extrêmement efficace, qui s'insinue dans le langage, dans les institutions, dans les pratiques et dans les rapports sociaux. Juste pour rebondir sur ce que Cécile vient de dire, l'idée qu'on n'en finit pas, je crois que c'est un des éléments les plus importants, et c'est aussi pour ça que je trouve que l'usage direct et explicite du terme race sert à ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va pouvoir se frotter les mains et dire ça y est, la question est réglée, et je pense que c'est le meilleur moyen pour se retrouver dans des formes très violentes d'organisation raciale, c'est justement quand on se dit qu'il y a plus, que le problème n'existe plus. Je pense qu'au contraire, il faut se dire que on aura toujours ce problème qui va se transformer, prendre il y aura des configurations ou des formations raciales différentes selon les contextes historiques et politiques, mais que on ne sort pas de l'auberge, si je puis dire. Et donc, je crois qu'aussi, le fait de travailler sur ces questions, et je le dis aussi un peu de manière prospective et sur l'idée d'une posture de recherche, je pense que ça invite à beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans un état de pureté par rapport à ces questions. Si on n'a pas toujours conscience de ce qui se joue à notre époque, je pense qu'il faut aussi, quand on appréhende notamment aussi des productions passées, etc., se dire que sans doute ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui risque d'être complètement dynamité dans quelques années par des points de vue et des éclairages nouveaux sur cette question. Donc... Et alors sur le dialogue interdisciplinaire, moi je dirais que le fait de travailler avec l'histoire, ça permet encore plus de dénaturaliser et de montrer justement le caractère construit de ces catégories. Et puis peut-être à la fois dans un jeu de va-et-vient, comprendre... et donc aussi dans une perspective globale, comprendre à la fois le rôle spécifique joué, par exemple, par l'Europe du fait de l'ampleur prise par son entreprise coloniale, le temps que ça a duré, l'échelle qu'ont prise les empires coloniaux européens, mais sans oublier que ces processus sont à l'œuvre partout, dans différents contextes, que ce soit d'ailleurs dans des reformulations liées aussi à la rencontre coloniale, mais je pense qu'aussi le travail historique nous permet de voir ce qui s'est joué en amont. Moi, c'est pas du tout des choses sur lesquelles je travaille, mais dont j'ai un peu une expérience, disons... personnel, c'est-à-dire que, par exemple, la valorisation de la clarté de la peau et donc la façon dont on pense la blancheur dans son rapport à la blanchité dans des pays comme l'Algérie ou la Tunisie, c'est lié à l'expérience coloniale, mais je pense que c'est à penser aussi en lien avec la présence ottomane et le fait que les représentants de l'Empire ottoman étaient eux-mêmes perçus comme étant des gens clairs de peau. Donc voilà, dans quelle mesure un certain rapport au pouvoir vient jouer et dans un temps plus long, penser ces choses-là. Un autre élément que je trouve important pour nous décentrer de notre position européenne, c'est de voir aussi comment certains processus de racialisation ne sont pas du tout apparents pour nous, pour notre regard formé à un contexte européen. Je pense qu'il y a des rapports de racialisation entre groupes différents dans des pays d'Asie, dans des pays d'Afrique subsaharienne, que des fois, si on pense par exemple à l'Inde, ça vient s'articuler aussi à la question de la caste et donc de la position religieuse, et que donc tout ça, c'est aussi à comprendre dans les processus de racialisation. Et je pense qu'en retour, alors à la fois ça permet de décentrer l'Europe, mais aussi de comprendre en retour comment nous-mêmes on est pris, même dans la construction de nos objets, par une certaine histoire raciale, ou en tout cas une certaine histoire de la racialisation. Et dans cette idée de désenclavement, je pense vraiment que le travail comparatiste
est fondamentale. Et là, si je reviens plus à la façon dont les deux débats se formalisent en France, certes, il y a des choses à comprendre qui sont très liées au contexte républicain, même dans la façon dont on pense le face-à-face avec les États-Unis. C'est un peu les deux républiques issues des révolutions du XVIIIe qui ont quand même eu affaire avec la race, pour le dire très rapidement et simplement. Mais je pense qu'on pourrait aussi sortir de ce face-à-face et penser aussi les formes de formalisation de la colorblindness dans d'autres pays du continent européen. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans Global Race aussi, de voir dans des contextes différents comme la Suède ou l'Allemagne, où il y a des choses très proches de ce qu'on peut trouver en France, mais quand même en même temps dans des sociétés qui se pensent relativement de manière différente. Je pense notamment à la Suède qui se pense comme un pays multiculturel mais qui est en même temps colorblind. Et puis, alors la discussion est apparue hier, je ne sais plus si c'était le matin ou pendant la réunion Integer, mais aussi, bien sûr, alors ça c'est des choses qui se font déjà, mais de penser ce qui se passe dans l'Hexagone en rapport avec ce qui se passe dans les Outre-mer et de voir aussi ces circulations-là et ces éclairages différents. Et puis, du coup, peut-être pour finir, et là ça revient un peu à cette idée que je disais, finalement l'ambiguïté du terme race est en fait quelque chose qu'on doit tourner en notre faveur. Je crois aussi que les difficultés ou les lourdeurs ou même des fois les blocages auxquels on peut faire face dans le contexte français, là, quand on est dans ce débat sur la question raciale, etc., je crois qu'en fait là aussi c'est un obstacle qu'on peut tourner en avantage parce que ça nous oblige à être à la fois dans nos formulations et dans nos manières de travailler plus explicitement constructivistes. Et je crois que ça, c'est un avantage de gain en rigueur, en fait. On ne peut pas dire un tel est de telle race, parce que voilà, on ne peut pas dire ça comme ça, et tant mieux. On va dire groupe raciaux, on va dire assignation racialisante ou racialisée, etc. Et je crois qu'en fait, même si ça demande plus de travail, mais comme on a cette attention à expliciter vraiment ce qu'on entend par race, je crois que c'est un avantage et que c'est quelque chose qui, d'ailleurs même dans la circulation internationale des idées, est quelque chose qu'on peut essayer d'affirmer même à l'étranger sur le fait que voilà, en fait, faut faire attention à la manière dont on utilisera race, même si on est dans des contextes où il est plus admis que quand on parle de race, on n'est pas raciste. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Peut-être avant d'ouvrir à la salle, si vous avez des choses que vous vouliez ajouter ou des questions que vous vouliez poser l'une à l'autre, je vous laisse la possibilité. Juste un élément que je voulais dire et que j'ai oublié aussi sur cette histoire de désenclaver la France, aussi sur cette, donc comparer avec d'autres pays du continent et penser aussi, pour sortir du face-à-face avec les États-Unis, penser aux autres empires coloniaux français. Hier, on parlait de travailler plus à la comparaison avec le Royaume-Uni. Voilà, il y a aussi l'ancien empire colonial belge, il y a les Pays-Bas, et je crois qu'on oublie voilà, qu'il y a cette... Voilà, tout à fait, l'Empire ibérique. Voilà, donc aussi penser à la comparaison européenne, en fait. Merci beaucoup pour ces éléments. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va du coup ouvrir la discussion à la salle. Si vous avez des questions à poser à l'une ou l'autre. Merci. Martine Cohen, oui, je m'excuse, je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas entendu tout l'exposé de Cécile Vidal. Je voulais savoir si la prise en compte d'autres empires, chinois, ottomans, vous en avez parlé un petit peu, indiens aussi, enfin, avant la colonisation britannique, je veux dire, apporte quelque chose à la réflexion sur les concepts. Bonjour, Daniel Sabac, chercheur à Sciences Po. Ouais, ça marche, il faut juste mettre bien... C'est une question pour les deux intervenantes, Cécile Vidal, Sarah Mazouz. Vous nous avez dit à juste titre que l'intérêt de la notion de racialisation, c'est de souligner la dimension contingente du processus, c'est l'un de ses intérêts.
Vous nous avez aussi dit que la racialisation était, pas forcément partout, mais que la notion de race était extrêmement plastique et que ça lui permettait de subsister malgré des transformations idéologiques, à commencer par la disqualification du racisme comme idéologie constituée. Est-ce que l'horizon de vos propos, c'est pas aussi de se demander si on peut décrire empiriquement des processus de déracialisation et à quoi est-ce qu'ils pourraient ressembler? Parce que si on prend l'exemple américain quelques secondes, on sait tous qu'il y a des groupes qui ont été racialisés à l'instant T et qui ne le sont plus à l'instant T+1. Quel est le processus qui a permis de passer d'un état de racialisation à un état de racialisation plus faible, si la racialisation est un processus qui vient par degrés, ce que vous nous avez dit toutes les deux et ce qui me paraît absolument juste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être, pour vous laisser le temps... Oui, si. Ouais, si. Oui, j'étais très intéressé par cette notion de plasticité. Donc, j'ai essayé l'autre jour de relire la distinction de Bourdieu, la distinction critique sociale, critique du jugement social. Je me disais, tiens, il faudrait aujourd'hui écrire la discrimination critique du jugement racial. Bon, et je me suis dit, mais au fond, quand on lit un texte comme celui-là, on est très gêné aujourd'hui parce que toute une partie des distinctions qui sont décrites par Bourdieu, on ne sait jamais trop bien si c'est l'auteur lui-même qui, d'une certaine manière, les a et sa faculté à percevoir des distinctions très fines entre des groupes ou s'il rapporte des distinctions qui sont faites par les groupes. Hein. Il y a une espèce de... Voilà. Et du coup, on s'interroge sur un continuum. Quand on regarde le début du 19e siècle, il y a des quantités de citations au début du livre de Eugen Weber sur la transformation de la France. Il y a tous les travaux de Louis Chevalier. Il y avait une capacité extraordinaire, une prétention extraordinaire des élites à pouvoir classer les différentes populations françaises de façon raciale, à prétendre pouvoir les reconnaître physiquement, aussi par leur manière de faire, etc. Il faut regarder aussi tout ce que les intellectuels, les grands artistes ont écrit sur les communards. C'était des gens d'une autre espèce et qui décrivaient de façon extrêmement physique et souvent le mot race et le mot classe étaient utilisés de façon presque interchangeable sous la Restauration, dans le début du 19e siècle. Et puis, avec le temps, aujourd'hui, il nous paraît... quasiment impossible, sauf s'il y a encore des choses qui traînent. La perception des accents, par exemple, des choses comme ça. Mais enfin, ça disparaît jamais. Mais globalement, quand même, toute cette prétention à pouvoir distinguer toutes les provinces de façon raciale, elle a quand même globalement disparu. Bon. De la même façon, quand je lis Bourdieu, une bonne partie des jugements sociaux qui sont là-dedans, ils ont un peu disparu. Je sais pas, on ne perçoit plus le tatouage maintenant de la même façon qu'on le percevait il y a 30 ans, pour prendre un exemple parmi des quantités d'autres, ou certaines musiques, etc. Et donc, oui, il y a des choses qui se désocialisent ou qui se déracialisent. Et puis, il y a cette chose assez troublante, qui est l'usage que font les disciples disciplinés de Bourdieu, qui consiste à rappeler sans cesse la formule sur le racisme de l'intelligence, hein, qui servait... qui est le titre d'un article de Bourdieu qui servait à brocarder Giscard, l'énarchie, etc. Bon. Mais qui est utilisé aujourd'hui pour prétendre qu'il y a un fondement social au jugement racial, alors qu'en fait la phrase, quand on la lit bien, peut se lire tout à fait à l'inverse. Il y a au contraire un fondement racial au jugement social. Donc on a des glissements comme ça, et en même temps des distinctions qu'on prétendait être capable de faire autrefois qui disparaissent, qui sont remplacés par d'autres, puisque finalement, aujourd'hui, le jugement de la distinction il est quand même remplacé par le jugement sur les valeurs, et d'une certaine manière, quand on regarde la discrimination, l'habit a remplacé l'habitus, hein, parfois. Enfin, c'est quand même très, très, très frappant. Donc, il me semble qu'il faudrait... vous, les jeunes chercheurs, c'est pas moi qui le ferai, mais la jeune génération, reprendre un peu toute l'histoire de tout ça et étudier tous ces glissements qui font que des distinctions ou des discriminations qui étaient évidentes, à un certain moment disparu, puis elles peuvent réapparaître autrement, etc. Et effectivement, on ne peut plus lire aujourd'hui les sociologues d'il y a 40 ans comme on peut le faire maintenant. Voilà. On pouvait le faire autrefois. Donc voilà, est-ce que mes réflexions un peu sauvages peuvent vous inspirer ou pas du tout?
Bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas aussi long, ma question. Du coup, moi, du coup, je suis étudiant en doctorat. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les travaux sur la race, donc il y avait pas mal de conceptualisation. Et vous avez tout à l'heure évoqué notamment le fait de parler d'ethnicité ou de race. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques textes qui en parlent, qui essayent de proposer des conceptualisations sur l'ethnicité, d'autres sur la race. J'ai vu aussi des travaux qui essayent de reconceptualiser l'ethnicité maintenant qu'il y a eu les débats sur la race, en tout cas dans les sciences sociales. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'est comment ces débats, au niveau des concepts, entre divers champs d'études, ont alimenté aussi vos propres réflexions sur la manière de vous conceptualiser la race, ou peut-être éventuellement d'implémenter ce qui se faisait sur l'ethnicité, qui était peut-être plus employé dans certains contextes de recherche. Voilà, comment ces débats internes au champ d'études ont alimenté vos travaux. Voilà, merci. Est-ce que... Oui, ben, vous avez la parole. Alors, je crois que la première question était plus adressée à Cécile, mais je veux bien répondre un petit peu. Alors, du coup, pas avec une perspective historique et avec aussi le fait que moi, j'ai d'abord travaillé sur la France et que c'est des choses auxquelles je m'ouvre, disons, la comparaison. Mais pour donner un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, juste en écoutant votre question, typiquement, je prenais tout à l'heure l'exemple des classifications où race et positionnement interne dans une religion donnée permettaient pouvait s'articuler, et que ça permettait, dans le cas de l'Inde par exemple, sur laquelle je travaille pas du tout, hein, mais je me dis que si on travaille de manière globale de cette manière-là, ça peut éclairer en retour, par exemple, les phénomènes de racialisation de l'islam en Europe, et de voir comment, dans, par exemple, le traitement particulier, dans les catégorisations particulières imposées aux musulmans, il y a certes des choses qui sont de l'ordre de la discrimination religieuse, mais qu'il y a aussi des formes de racialisation de l'appartenance des musulmans. Et donc voilà, peut-être sur les liens... Pour donner un exemple, voilà, sur les liens entre religion et racialisation, il y a peut-être des choses qui peuvent être éclairantes si on fait un détour comparatif par d'autres contextes. Mais encore une fois, je vous dis ça comme ça en réagissant juste à votre question. Et après, pour la question de Daniel Sabac sur la plasticité, les processus de déracialisation, alors déjà, sur ce qui est de l'ordre, des catégories qui ont perdu leur statut de catégorie infériorisée sur le plan racial, on peut dire qu'elles ont été déracisées, mais qu'elles ont continué à être racialisées. C'est-à-dire qu'elles sont passées du côté de la condition blanche. Donc il y a déjà ça et c'est... Sur le cas, par exemple, des Irlandais ou des Juifs, il y a des choses qui sont aux États-Unis. Il y a des choses qui sont documentées sur ce qui a joué dans leur passage de tel statut à tel autre. Et alors moi, j'aurais l'impression, mais là encore une fois, j'en parle avec un peu d'extériorité puisque c'est pas mes terrains directs. C'est que j'ai l'impression que dans les groupes qui ont été quand même à un moment qui ont fait l'objet d'une infériorisation sur le plan racial, même si après il y a ce changement de conditions, la menace du stigmate ou du discrédit lié à cette identification ne disparaît jamais complètement. Et on peut le voir aussi bien pour les Irlandais que pour les Juifs, dans le contexte américain ou dans d'autres contextes. En fait, il y a toujours la menace d'une dégradation possible dans l'échelle de hiérarchisation raciale en cours. Donc peut-être que c'est aussi ça ce qui est à prendre en compte quand on pense et quand on travaille sur ces va-et-vient statutaires. Et après, sur les débats internes au champ, alors sur la question de l'ethnicité, c'est vrai que moi, c'est pas du tout une notion que j'utilise. Sans doute parce qu'au moment où j'ai commencé à travailler sur ces questions, ça servait à dire les choses sans les dire, et donc j'ai un certain agacement avec cette notion. Après, je pense qu'on ne l'utilise pas de la même manière dans le contexte français que dans le contexte états-unien, où là, ça a un sens beaucoup plus clair et où ça permet de dire autre chose que la question de la race. C'est articulé
à la question de la race. Donc, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas une notion que j'utilise et je vous avouerai que je ne suis pas tellement les débats du coup qui ont lieu à propos de cette notion. Et sur la remarque de François sur les distinctions qui changent, je crois que c'est en effet ça, c'est-à-dire que notre travail, c'est de voir les glissements en fait tout le temps, et ça fait aussi écho à la question de Daniel, c'est-à-dire comment un glissement se fait et quels effets ça a ou non sur les groupes que ces catégorisations servaient à désigner et à placer dans l'ordre social. Et donc, en effet, et sans doute que dans le travail à la fois de transmission générationnelle, et c'est pour ça que c'est important, et là aussi je m'adresse peut-être aux plus jeunes dans la salle, c'est-à-dire de ne pas être dans une posture d'héritage, mais dans une posture de legs, c'est-à-dire d'être aussi capable de venir nous dire, après, vos distinctions à vous, elles tiennent plus du tout la route aujourd'hui, et de montrer justement les points aveugles de nos propres, de ce qu'on pensait être éclairant au moment où on l'a formulé. Voilà. Alors, pour la première question, à l'heure actuelle, il y a toute une historiographie sur l'histoire mondiale des empires, donc, qui étudie à la fois les circulations, les modèles qui circulent entre les différents empires, et puis qui compare en fait les différents empires, avec des comparaisons entre les empires coloniaux, qui soient européens, états-uniens, japonais, et puis les autres empires, avec la question, est-ce que tous les empires sont coloniaux ou non? Est-ce que c'est juste un gradient, donc le degré de colonialité d'un empire, de rien du tout à un maximum? Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'articulation avec la question de la race, où justement, en effet, en situation coloniale, la race est un des éléments avec la religion, la culture, de justification de l'imposition d'une domination, donc qui est toujours justifiée idéologiquement, qui repose sur l'affirmation d'une supériorité sur les populations qu'on est en train de coloniser. Mais voilà, tous les empires ne sont pas des empires coloniaux. Et la comparaison, moi, quand j'ai travaillé justement pour les mondes de l'esclavage à un article donc, qui pensait les rapports entre race et esclavage, et qui ne porte finalement que sur les mondes atlantiques, mais au départ, j'ai essayé de lire toute la littérature qui va trouver de la race dans les sociétés de la Grèce ancienne, dans l'Empire romain, dans les mondes musulmans de la période médiévale, dans la Chine des Ming au XIXe siècle, dans le Sahel du XVIe siècle, etc. Donc d'élargir. Et moi, je considère que c'est pas opératoire, qu'il y a des discriminations parfois basées sur la couleur, sous d'autres critères, etc., mais que ça ne relève pas de la pensée raciale. C'est extrêmement débattu. Je ne défends que mon point de vue, c'est-à-dire que moi, je n'arrivais pas à l'articuler. Je ne suis pas spécialiste non plus d'histoire ancienne, d'histoire de la Chine. Je lis ça à partir de la littérature secondaire, mais j'étais absolument pas convaincue par l'usage des concepts justement de race, de racialisation, par rapport à ce que moi je pouvais en faire par ailleurs dans les sociétés dont je suis spécialiste. Ce qui n'empêche pas que c'est intéressant. Mais j'insiste aussi sur le fait, très souvent, quand on étudie les formes de domination et d'exploitation, on se focalise sur la race comme s'il n'y avait que la race pouvant justifier les pires. Voilà. La religion, ça sert à exterminer aussi. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est pas uniquement des formes de naturalisation extrême qui justifient des formes de domination et d'exploitation extrêmement brutales et violentes, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Après, la question de Daniel. Alors, moi, je suis un peu embarrassée de répondre parce que je travaille sur le moment où ça se racialise, en fait. Vraiment, où la race n'existait pas, où n'était pas opératoire, disons, et où elle le devient. Et je m'intéresse évidemment, ce qui m'intéresse par exemple dans l'étude de la comparaison entre le XVIIIe, XIXe siècle, l'avant et l'après-période révolutionnaire, c'est le fait que même si ce qui se développe auparavant, c'est en rapport avec la colonisation et l'esclavage, et puis dans les sociétés esclavagistes, c'est un esclavage racial,
la race n'est pas aussi indispensable parce que l'esclavage est là et l'esclavage maintient la séparation et elle le devient après. Donc en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est le surcroît de racialisation qui s'opère au 19e siècle, où on ne peut pas avoir le même usage aussi de la violence physique, même si la violence physique, elle est là, elle est omniprésente. Il y a du coup une violence verbale. Et en fait, les théories raciales, c'est aussi cette expression d'une violence symbolique qui prend des... voilà. Et donc, moi, c'est plutôt le surcroît de racialisation au XIXe siècle. Et évidemment, ce qui se passe après, c'est pas juste une question de catégorie. En effet, certaines peuvent échapper, certaines semblent condamnées, en fait. Et évidemment, je pense aux Africains américains et aux Africains de manière générale. Et le stigmate de l'esclavage, pour le coup, il est incroyablement puissant aux États-Unis, mais aussi dans d'autres sociétés. Mais je serais bien à mal de dire ce que ça peut même vouloir dire que ça se déracialise, en fait. Parce que de fait, quand même, les théories ont été invalidées, en droit, c'est interdit. Voilà, donc c'est complexe. Enfin... c'est quelque chose auquel moi j'ai jamais pensé, en fait. Je sais pas, enfin, je veux dire, ou comme citoyenne, je veux dire, un peu dubitatif quand on parle d'Amérique post-raciale ou des choses comme ça, mais de fait ça bouge quand même, ça change, et les régimes raciaux, les niveaux de violence et de discrimination, ils changent. Donc, est-ce que ça fait partie de la déracialisation ou non voilà. Et après, pour les questions des rapports entre race et ethnicité, alors dans le domaine colonial, c'est forcément extrêmement important parce qu'en effet, les sociétés que j'étudie, c'est des sociétés multiethniques, faites de la rencontre de différentes populations européennes, amérindiennes, africaines, ou ça dépend d'autres. Il y a d'autres configurations en fonction du monde. Donc en fait, on mobilise en permanence les deux concepts et on les met en tension. Et on montre par exemple comment les Amérindiens sont ethnicisés et sont racialisés beaucoup plus tardivement ou différemment que les populations africaines ou descendantes d'Afrique. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on met en tension, tout en essayant de les différencier, en pensant les rapports entre les deux. D'autres questions ? Bon, merci pour ce débat absolument passionnant. J'ai vraiment une question de néophyte. Je travaille sur l'Inde et je travaille sur le Brésil. Donc en fait, les catégories opératoires, on va dire, les plus opératoires, c'est la caste d'un côté et la race sociale de l'autre, puisque les universitaires brésiliens utilisent beaucoup cette idée de mettre race et d'associer social immédiatement à côté. En tout cas dans ce que j'ai pu entendre, pour préciser qu'on est bien dans la construction sociale. Ça remplace les guillemets. Alors, moi, la question, elle est plus sur cette question finalement, il me semble que la notion de race ou de racialisation a beaucoup évolué pour devenir un concept beaucoup plus englobant, me semble-t-il, mais c'est vraiment une question que je vous pose. Autrement dit, l'histoire de la caste, par exemple, en Inde, on est finalement, après la lecture de Dumont, en gros, il y a eu toute une série de lectures de Dirks, Caste of Mind, jusqu'à Piketty aujourd'hui, littéralement, qui vont dire que finalement, il y a eu une construction de cette caste autour de la religion, très liée à l'impact colonial, bien sûr, et qui vont amener à la cristallisation de groupes qui sont aussi des groupes racialisés, jusqu'à ce qu'on ait, en 2001, à la conférence de Durban, les basses castes qui finalement se revendiquent comme race. Donc une espèce d'évolution là, vers des formes de racialisation de concepts qui au départ étaient plus des concepts qui apparaissaient anthropologiquement religieux, par exemple. Et au Brésil, à nouveau, lorsque j'y étais au début des années 2000, la question de race et de race sociale s'imposait de plus en plus avec les politiques de discrimination positive qui étaient de plus en plus importantes à partir de 2003. Ma question est la suivante, et c'est à nouveau une question d'ordre épistémologique que je vous pose après vous avoir écouté. Est-ce que
est-ce que finalement la notion de race ne devient pas une espèce de concept totalitaire? Alors je ne le dis pas du tout au sens négatif, mais vous avez dit que voilà, race, comme la notion de genre, comme la notion de classe, etc., se rencontraient, s'alimentaient presque quelquefois pour construire des ensembles sociaux. Moi, je me demande si voilà, il y a une telle capacité d'englobement avec ce concept de race que finalement, il n'est pas de plus en plus employé dans les sciences sociales de manière très systématique. Voilà, pour désigner finalement tout un ensemble de phénomènes de catégorisation sociale finalement très très large. Voilà la question que je me pose. Oui, bonjour Christiane Voller. J'ai été extrêmement intéressée par la distinction que vous avez établie entre ancien et nouveau régime, en montrant qu'entre les deux, en fait, il y a justement une persistance des discriminations, et même à certains égards, vous avez même parlé d'un surcroît. En particulier, donc, on peut le voir, enfin, il me semble aussi bien aux États-Unis qu'en France, et du coup, la différence entre ancien et nouveau régime, c'est que dans l'ancien régime, effectivement, l'inégalité est bien idéologiquement reconnue et pleinement assumée. Dans le nouveau régime, elle ne peut pas l'être pleinement. Et donc, on aboutit finalement à des politiques de double langage qui me semblent particulièrement bien définir en France comme aux États-Unis, mais en France, me semble-t-il, plus particulièrement, les formes que peut prendre l'idéologie républicaine. Donc je pensais en particulier à la figure, par exemple, à la fin du 19e, de Jules Ferry, qui est un ardent défenseur de la République et l'un des fondateurs de la Troisième, en même temps qu'il est celui qui a contribué à l'écrasement de la Commune de Paris. Donc, sur le plan effectivement des rapports de classe anti-inégalitaires, et qui en même temps a produit, 10 ans plus tard, l'école gratuite, laïque et obligatoire, produisant donc une forme de volonté d'égalisation sociale. Et là, et qui en même temps était un turiféraire de l'idéologie coloniale. Donc il me semble que dans cette articulation entre la montée en puissance d'une idéologie républicaine sous-tendue par des principes d'égalité et la montée en réalité d'une entreprise coloniale qui a pris précisément sa pleine extension à cette époque, se trouve l'un des ferments, en fait, du double langage contemporain, aussi bien sur le plan de l'école, d'ailleurs, que sur le plan des politiques du logement. Oui, Patrick Simon. Moi, j'avais une question sur... qui fait converser l'histoire et puis la sociologie, c'est-à-dire que là, dans l'usage avec ou sans guillemets de ces catégories raciales, dans lequel l'histoire, il y a une forme de, peut-être c'est plus recevable dans la mesure où on décrit une situation passée dans laquelle il y a eu une existence, alors plus ou moins avérée, le vocabulaire n'est pas nécessairement utilisé, mais enfin bref, il y a quand même l'idée que ça a existé, que on est dans un processus de sortie justement de cette construction. D'ailleurs, ça justifie d'ailleurs les résistances qu'on a à le concevoir aujourd'hui, puisque ça doit être révolu. Mais donc il y a un usage plus facilité de travailler sur des thématiques raciales dans ce contexte-là, alors que l'inquiétude, et je pense que c'est ma question et comment vous la partagez, c'est l'utiliser aujourd'hui dans une description d'une société actuelle, c'est rendre compte de l'état de cette société, mais c'est aussi y participer. Et donc toute la tension qu'on a sur l'utilisation des concepts de racialisation et les références à la race dans l'actualité, dans un travail contemporain, c'est à travers cette mobilisation, d'être toujours suspecté ou accusé, de contribuer à des formes de construction de la société à laquelle on veut s'opposer. Et donc, comment vous placez, vous, votre position? Alors, dans l'histoire, même si c'est référé à une situation antérieure, malgré tout, il y a aussi une visée de contribution à l'éclairage du processus actuel. Donc, on est un peu dans les mêmes positions, malgré tout.
et là, dans la sociologie des sociétés contemporaines, comment vous faites avec cette espèce de double bind qui est en parler, c'est le créer, l'ignorer, c'est occulter des formes d'inégalité, de structuration qui passeraient inaperçues. Bref, il y a là une tension à laquelle je ne sais pas très bien quel type de réponse on peut donner. Sinon, d'assumer pleinement un projet de transformation sociale qui va incorporer la race dedans, quoi. Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai une question par rapport au travail de Pascal Blanchard suite à la publication de ce livre sur l'image et la photographie. Il y a eu un controverse chez les historiens. Il ne faut pas aller jusque-là. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. J'aurais bien une question et après je vous donne la parole. J'avais une question pour Cécile Vidal. Je voulais savoir si... bon, j'ai énormément apprécié vos deux exposés, hein, mais je vais directement à ma question. Est-ce que dans les archives que vous avez consultées, il y a pour autant le terme race? Et ça, c'est toujours cette grande question de savoir si on impute, parce que même si c'est une histoire qui est terminée, quand on travaille sur des périodes révolues, ça n'empêche pas que dans la discipline historique, ce qui vaut avant tout, c'est l'administration de la preuve. Et ce qu'il y a dans les archives, et on peut toujours reprocher que le terme n'y est pas. À mon avis, c'est justement ça l'intérêt du concept de racialisation, c'est qu'on peut désigner un processus comme de la racialisation sans qu'il y ait le terme, mais je voulais savoir si pour autant vous le rencontriez ou pas, enfin quel statut du terme en tant que tel. Ouais. Alors, dans les controverses autour de la race dans les sociétés d'Ancien Régime et leur projection coloniale, cette question de l'usage ou non du terme de race est cruciale. C'est un des arguments principaux pour les gens qui estiment qu'il n'y a pas de race, il n'y a pas de racialisation. Et donc, c'est évidemment c'est un sujet important. Le terme de race, il existe très tôt, en fait. On le voit apparaître très tôt, dès la fin de la période médiévale et à la période moderne, dans différents royaumes européens. Il signifie au départ lignage. Et il prend progressivement son sens de croyance dans la transmission, en rapport avec le sang, et croyance dans la transmission donc, de caractères moraux et sociaux par les flux du corps, progressivement au cours de la période. Un des premiers, c'est Bernier, dès la fin du XVIIe siècle. Il y a une description de l'ensemble de l'humanité en fonction justement d'une conception raciale de cette division. C'est pas la seconde moitié du XVIIIe siècle où on commence, ça commence en fait plutôt dès la fin du XVIIe siècle. Certes, le terme est, en effet, on a un usage interchangeable des termes de race, nation, peuple, avec des formes de naturalisation, et on parle, voilà, donc ça c'est quelque chose qui d'ailleurs persiste au XIXe siècle. Quand on lit là, justement sur les empires coloniaux fin XIXe, on retrouve en fait cet usage entre race, nation, peuple. Mais en effet, moi je suis pas une nominaliste, hein, je veux dire, c'est pas les acteurs qui déterminent les concepts que j'utilise. Si je pense que le discours par ailleurs qu'ils ont et la manière dont ils se comportent témoigne d'une conception de la race et d'une croyance raciale. Voilà, je vais en effet étudier la racialisation. Pour moi, c'est pas un argument nécessaire. Mais de fait, le terme existe et son sens évolue, se transforme, et ça fait partie du processus de racialisation, la transformation des usages et de la signification de ce terme. Mais clairement, par ailleurs, les discours, en fait, les discours raciaux se tournent plutôt autour de la question de la pureté de sang, empruntée aux ibériques dans les mondes français et britanniques, et autour de ce que transmet le sang. En effet. Alors ça va avec la question de Patrick, parce que les débats sont vifs quand même chez les historiens, parce que les gens qui ne sont pas d'accord avec des gens comme Jean-Frédéric Chaube, Sylvia Sebastiani, donc qui voient la race dès la fin de la période médiévale, et puis
Ils sont quand même accusés du péché véniel d'anachronisme. Chez les historiens, c'est quand même le pire de ce qu'on peut faire comme historien, hein. C'est vraiment défaut total, absolu. Et puis par ailleurs, moi je travaille dans un laboratoire américaniste avec des latino-américanistes, anthropologues, historiens. Et à chaque fois, les discussions, moi, j'utilise pas le mot de race. Pourquoi, dans vos travaux, vous utilisez le mot de race? Vous participez à la racialisation. Donc, on est l'objet aussi des mêmes... on pose les questions de notre temps. Hein, donc, même si on travaille sur des périodes reculées, et on s'adresse aux gens maintenant. Quoi. Donc, nos travaux, même s'ils portent sur des périodes plus anciennes, certes, c'est plus facile. C'est-à-dire que c'est vrai que la manière dont nos travaux sont publicisés, valorisés, c'est pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes enjeux que de dénoncer des discriminations à l'heure actuelle. Parce qu'en effet, l'esclavage, c'est fini, enfin, soi-disant. Donc voilà, donc ça fait partie de ce genre de choses. Mais malheureusement, on est aussi atteint, même si c'est vrai qu'on n'est pas sur le front de la même façon, mais on est accusé de racialisme aussi. Enfin, bon. Donc c'est pas... Alors après, sur la question, moi, je connais pas du tout, enfin très très mal la littérature sur caste, race. Je différencierais la manière dont les chercheurs, mais qui sont aussi influencés par les débats publics, utilisent les concepts et la manière dont les acteurs eux-mêmes, en fait, la façon dont la race peut être mobilisée, justement, parce que c'est un peu comme l'esclavage. Pour dénoncer une situation d'exploitation, il faut la labelliser esclavage. Pour dénoncer des formes de domination, on labellise ça comme race. Mais nous, notre travail, c'est aussi de faire de la dentelle et d'un peu d'aller à l'encontre de cette... et d'essayer de réfléchir au fait qu'il y a différentes formes de domination et d'exploitation, et de réfléchir à c'est quoi la spécificité d'un système de caste par rapport à un système racial et comment ça peut ou non se croiser. Je n'ai pas d'avis sur... mais voilà, donc je pense que ça serait plus intéressant de voir aussi les différences. Je veux dire, et puis finalement, pour ce qui est la question à propos de ce que je disais à propos du nouveau et de l'ancien monde en termes... alors, je différencierai un peu les choses parce que ce que je voulais dire dans le surpoids de racialisation, c'était vraiment d'un point de vue symbolique du discours, en fait. C'est-à-dire qui tout d'un coup... le discours racial et raciste, les théories qui s'élaborent, etc., donc prennent une importance qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais auparavant, on met des millions de gens à mort en organisant la traite et en les mettant à travailler dans des sociétés esclavagistes. Donc la violence, elle était physique. Et elle n'avait pas à s'exprimer à travers un discours racial virulent. Et c'est vrai que quand on lit les sources sur les discours racistes du 18e, ça n'a rien à voir avec du 19e. Le 19e, c'est d'une violence... symbolique absolument incroyable, mais on est quand même dans une situation où la violence physique a diminué parce qu'on a aboli l'esclavage. Et l'idée que le racisme aussi, d'ailleurs, il y a des gens qui pensent le racisme comme le fait de vouer à une mort prématurée des individus. Et si on définit le racisme de cette façon-là, quand même, le temps de la traite et l'esclavage, c'est quand même un temps, de ce point de vue-là, d'une virulence extrême. Mais il y a la question de la violence physique et la question de la violence symbolique verbale des discours. Après, ce qui se passe après les abolitions de l'esclavage, et c'est une très très grande différence aux Amériques, parce qu'auparavant, ce qui se passait dans les sociétés coloniales esclavagistes des Amériques, c'était assez similaire en fait, je pense. Il y a plus de continuité que discontinuité entre les Amériques françaises, anglaises, espagnoles, portugaises, hollandaises. C'est la grande différence, c'est le fait qu'il faut une guerre civile pour abolir l'esclavage aux États-Unis, l'échec de la reconstruction et la mise en place de la ségrégation. Nulle part ailleurs en Amérique, même si la race persiste, il n'y a pas un régime de ségrégation soutenu en droit comme ça l'est aux États-Unis. C'est quand même une différence majeure. Et donc, quand on regarde le cas français, donc l'Empire français tel qu'il existe après l'abolition de l'esclavage, ce qui se passe dans les colonies, ce qu'on appelle les vieilles colonies, ce qui est un terme en soi, c'est quand même la citoyenneté en théorie pour tous. Ce qui ne veut pas dire que les rapports sociaux ne sont pas racialisés, mais quand même le fait que ça ne donne pas lieu à un régime
comme les lois de Jim Crow aux États-Unis, c'est quand même une situation très différente. Alors, oui, moi j'allais dire la même chose que Cécile à propos de la question de l'Inde et le Brésil. Juste pour ajouter, donc au-delà de la distinction entre les usages scientifiques et les usages militants qui en effet n'ont pas le même objectif et ne s'inscrivent pas dans les mêmes registres. Je pense après qu'il y a un geste assez facile de tout rapporter à une seule cause, ça arrive, et c'est des choses en effet sur lesquelles il faut qu'il faut corriger, etc. Mais je ne crois pas que ce soit consubstantiel à la notion de race. C'est-à-dire qu'on peut le voir avec d'autres notions qui vont servir à expliquer toutes sortes de choses. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est plutôt ça. Mais je pense que voilà, il faut arriver à distinguer à la fois les registres qui les registres politiques ou militants qui vont mettre en avant ce type de domination, parce que voilà, ce que disait Cécile, ça permet d'avoir un discours coup de poing et de montrer une domination très forte. Et puis après, ce qui est de l'ordre du travail des chercheurs, qui va être plutôt de penser les rapports et donc aussi les distinctions. Et puis aussi de voir que cette question des usages des notions ne sont pas liées de manière intrinsèque et analytique au contenu même de ces notions. Après, pour répondre à la question de Patrick, alors là, vraiment, j'ai parlé de la façon dont moi je réponds à ces questions. J'aurais tendance à dire que d'abord, ce à quoi on a affaire, c'est une réaction défensive classique. Donc voilà, dès qu'on parle des choses dont on n'a pas envie de parler, on est taxé d'être la personne qui crée le problème. Et ça, on peut le voir dans toutes sortes de contextes. Ça peut être aussi dans un contexte familial, un contexte amical. Voilà, donc c'est pas... Voilà, donc il y a ça aussi... qu'on retrouve dans la question, dans les réactions que peut susciter le fait de travailler sur la race. Et après, moi, je distinguerais pour le coup le fait de soulever le problème et de le formuler du fait de le créer. Je crois que là, il y a quand même aussi un glissement à la fois conceptuel et peut-être un peu sophistique de dire « Ah bah, vous en parlez, donc vous le créez ». Ben non, c'est sûr qu'on vient... on est un peu les empêcheurs de tourner en rond, mais ça ne veut pas dire qu'on crée le problème, on le pointe. Et voilà, moi c'est comme ça que je répondrai. J'ai pas d'autre chose à ajouter sur les réponses faites par Cécile sur le reste. Ah oui, Blanchard. Ça tombe bien, il est 11h si vous voulez. Oui, je crois que c'est ça. Surtout, c'est quand on utilise des images, comment on les utilise et à quelle fin. Et puis, voilà, quel sens ça a de mettre ça en avant. Mais aujourd'hui en Inde, vous avez toute une partie du monde universitaire, je vous le dis quand même, qui refuse net d'utiliser cette notion de caste, qui se serait complètement trompé, qui aurait finalement brandi l'argument d'une espèce de naturalisation religieuse, etc., et qui utilise à la place la notion de race. C'est-à-dire que là, il y a quand même, dans le débat scientifique très fortement, une arrivée de la notion de race qui a complètement renouvelé toute la réflexion sur les formes de hiérarchie sociale en Inde. Voilà. Et c'est très, très fort. Alors là, peut-être que c'est aussi à comprendre, et là vraiment je vous dis ça comme ça, à comprendre en lien avec le contexte politique indien, la très grande force du nationalisme hindou, et ce que ça fait du coup. Est-ce que dans le monde scientifique, on a eu envie d'utiliser à nouveau des catégories qui sont liées à l'hindouisme comme la caste? Mais je vous dis ça en n'étant pas du tout spécialiste de l'Inde et en n'y connaissant pas grand-chose. Donc, mais peut-être que c'est aussi ça qui explique cette résurgence et peut-être cet usage abusif dans certains cas de la notion de race. Je ne sais pas. Isabelle Wilkinson, Nassira Ghenif. C'est juste une indication. Hein. Isabelle Wilkinson, qui est spécialiste des questions de race et d'esclavage aux États-Unis, qui est africaine-américaine, vient de reprendre à son compte la question de la caste et a écrit un livre très documenté sur l'usage de la caste aux États-Unis.
Autrement dit, on revient à la question de la circulation des concepts et à leurs usages historicisés. Donc, on pourrait aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle utilise ce terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment passionnant et on va faire une petite pause avant la table ronde. Et on recommence à 11h30. Moi, je me suis fait pousser, quoi.